14h30 à Paris. Paris Direct continue. C'est l'heure même de Derrière l'image avec vous, Noémie Roche. Bonjour Noémie. Merci Bonjour d'être Nadia. là. On va parler avec vous et on va s'attarder comme chaque jour d'abord sur une photo qui fait sens. Vous en avez sélectionné une. Elle fait référence au climat. On va la regarder tout de suite. Vous avez choisi ce cliché, celui d'un incendie. Oui, tout à fait. Donc, c'est un extrait d'une vidéo qui a été tournée près de la ville d'Épouillène. Alors, ça vous parle peut-être, Nabia. On en a entendu parler cette semaine. C'est la ville qui est située en Argentine et dans lequel un foyer dont un virus avait tué 11 personnes en 2018. C'est pas pour cette raison que j'ai choisi cette image aujourd'hui. Je l'ai simplement choisie parce qu'elle montre un incendie. Qui s'est produit dans la province de Chubut, donc sachant qu'il y a des incendies qui se produisent chaque année pendant l'été austral en Patagonie, mais que cette année, en 2026, ils ont été particulièrement violents. Et d'après l'ONG Greenpeace Argentine, ces incendies de plus en plus intenses depuis 2020. Et des feux de forêt plus intenses, c'est l'une des conséquences indéniables du réchauffement du climat. Oui, on en parle souvent. Et donc, ces images qu'on va voir aussi en sont une illustration très concrète, puisque, évidemment, les incendies peuvent être d'origine humaine, volontaire ou accidentelle, mais le changement climatique, on le sait, agit comme un amplificateur. Des températures plus élevées, ce sont évidemment des sols plus secs, une végétation qui s'assèche plus longtemps, et donc un terrain idéal pour que le feu démarre plus vite, et surtout pour qu'il se propage plus rapidement. Donc ce qu'on voit ici, c'est un exemple parmi d'autres d'un phénomène beaucoup plus large. Depuis le début de l'année, les événements climatiques extrêmes se multiplient, ils s'intensifient de manière spectaculaire et notamment les incendies. Il faut savoir qu'entre janvier et avril, plus de 150 millions d'hectares ont brûlé dans le monde. C'est 50% de plus que la moyenne récente pour cette période. Et ce n'est peut-être qu'un début. 2026 s'annonce déjà hors norme. C'est ce que redoutent les scientifiques et plusieurs organisations onusiennes qui ont lancé un nouvel avertissement mardi. Le climat, disent ces scientifiques, est trop souvent relégué au second plan, derrière les guerres, les crises politiques, alors que le réchauffement s'accélère d'année en année. On s'en souvient, 2024, année la plus chaude jamais enregistrée, où la barre des 1,5 degrés de réchauffement par rapport à l'ère pré-industrielle a été franchie. Selon les scientifiques, on sait maintenant que ce seuil devrait être dépassé même d'ici 2030, devrait être dépassé définitivement. Et le 23 mars dernier, l'Organisation météorologique mondiale s'était alarmée. Je cite, le climat de la Terre est aujourd'hui plus déséquilibré que jamais dans l'histoire observée. Et dans ce contexte déjà alarmant, le retour d'El Niño devrait encore accentuer ces dérèglements. El Niño, c'est ce phénomène naturel de réchauffement du Pacifique équatorial. En général, il survient tous les 2 à 7 ans et il a pour effet d'augmenter la température moyenne mondiale. Le précédent épisode avait justement contribué à faire de 2024 l'année la plus chaude jamais enregistrée. Et ce phénomène qu'on surnomme l'enfant terrible du Pacifique pourrait être de retour dès cet été, après donc un épisode inverse qui s'appelle la Niña, qui a été peu marqué, lui, un épisode donc de refroidissement, qui a été peu marqué pendant l'hiver 2025-2026. On va écouter tout de suite le chef de la prévision du climat à l'Organisation météorologique mondiale. Ce phénomène se caractérise par un réchauffement des températures de surface dans le Pacifique équatorial, ce qui aura un impact sur les températures mondiales et modifiera également le régime des précipitations à l'échelle planétaire. Mais ce qui ressort clairement des différents modèles, c'est qu'il pourrait s'agir d'un épisode de forte intensité. Et ce phénomène, Noémie, favorise aussi la survenue d'événements climatiques extrêmes. Exact, puisque combiné au réchauffement qui est causé par nos émissions de gaz à effet de serre, El Niño crée en fait un véritable effet cocktail. Les vagues de chaleur et les sécheresses que l'on observe actuellement en sont la conséquence. On va écouter les explications de Jean-Pascal Van Hypercellé, il est climatologue.
On sait que l'Australie, par exemple, et toutes les régions avoisinantes sont particulièrement exposées, que l'Amérique du Nord va aussi connaître des conséquences. C'est aussi un phénomène qui touche beaucoup l'Afrique de l'Est, l'Afrique australe en particulier. En Europe, les conséquences ne sont pas majeures quand il y a un événement El Niño. Donc, on aura surtout les conséquences du réchauffement du climat avec des canicules qui deviennent de plus en plus présents, des incendies de forêt, etc. Le réchauffement climatique, il est causé par une accumulation de gaz à effet de serre, une accumulation du CO2 qui est relâché chaque fois que l'on brûle des combustibles fossiles, ces combustibles fossiles dont on se rend compte qu'on en est toujours très dépendant aujourd'hui. Et cette accumulation, elle s'aggrave, puisque chaque année, on rajoute une couche d'isolant, en quelque sorte, d'isolant thermique autour de la Terre avec ces gaz à effet de serre. Et on a donc en dessous de cette couche d'isolant de plus en plus chaud, avec toutes les conséquences, en termes de température évidemment, mais aussi en termes d'intensification du cycle hydrologique, sécheresse à certains endroits, pluie très violente à d'autres endroits, élévation du niveau de la mer aussi qui accompagne ce réchauffement. Et donc tout cela est très largement dû au réchauffement du climat. Et comme vous le disiez, El Niño en rajoute une couche cette année-ci et probablement encore l'année prochaine. Jean-Pascal Van Ypersel qui répondait aux questions de Julien Fanchouli hier. On constate aussi et déjà, Noémie, des effets concrets de ces phénomènes. Tout à fait. Depuis le début de 2026, de nombreux records ont été battus. Au Groenland, par exemple, janvier a été le plus chaud jamais enregistré. Aux États-Unis, une vague de chaleur a frappé le pays en mars. On a eu 43 degrés, notamment dans l'ouest. Et selon les scientifiques, cela n'aurait pas été possible sans l'influence humaine sur le climat. La France non plus n'est pas épargnée. Il y a eu des records de chaleur battus donc dès février. On avait des températures de fin de printemps, juste après un hiver qui a été marqué par des précipitations très intenses avec des inondations. On a eu aussi un mois d'avril très sec. Alors là, effectivement, en ce moment, il pleut, mais ça ne veut rien dire. Et puis au Pakistan, en Inde, des canicules précoces aussi ont touché les pays dès le printemps avec des températures qui ont atteint les 46 degrés. En ce moment, en Somalie, la sécheresse menace aussi la population de famine. On va écouter Hamid Nourou, il est directeur du World Food Programme en Somalie. Ce à quoi nous assistons, ce sont les conséquences de la sécheresse. Et la situation complexe que nous observons en Somalie montre que le niveau IPC5, qui correspond à une situation catastrophique où des gens meurent de faim, commence réellement à se concrétiser. Des milliers et des milliers d'animaux d'élevage ont péri, nous le savons, nous le voyons déjà à la télévision. Des chameaux qui sont des animaux très résistants, mais aussi des moutons et des chèvres et parfois même des bovins. Beaucoup ont déjà péri. Le fait est que nous avons atteint un point de basculement où la situation commence à se concrétiser. Nous espérons et prions pour que les pluies attendues dans les prochains jours et les prochaines semaines permettent d'atténuer le problème. Mais d'un autre côté, comme nous l'avons déjà vu par le passé, une même région peut connaître à la fois la sécheresse et des inondations. Nous cherchons donc vraiment à voir comment nous pouvons gérer cela également. La situation est indéniablement très grave. Les gens, les citoyens ordinaires du monde entier doivent prendre conscience de ce qui se passe ici et de ce qui peut arriver si nous ne réagissons pas de toutes nos forces. Voilà pour ce témoignage, ce cri du cœur même, du directeur du programme alimentaire mondial en Somalie, l'Inde aussi, Noémie, autre pays sévèrement touché par le changement climatique. Oui, on en parlait donc avec cette fameuse canicule qui a frappé le pays dès le mois d'avril. L'Inde, c'est un pays très vulnérable, donc, puisqu'elle est très exposée aux sécheresses, aux inondations notamment. Le pays est donc régulièrement frappé par des canicules de plus en plus précoces et intenses. Et ces canicules, elles viennent renforcer des températures qui sont déjà extrêmes dans le pays et qui rendent le travail en Inde extrêmement difficile pour les ouvriers notamment, dans le secteur aussi de l'agriculture, des travaux publics. Selon une étude du groupe Lancet Countdown, il faut savoir que l'Inde a perdu 247 milliards d'heures de travail en 2024, cette fameuse année très chaude, à cause de ces températures extrêmes. C'est l'équivalent de 165 milliards d'euros de revenus. Et alors, en Inde, figurez-vous qu'il existe désormais des assurances anti-chaleur. On va regarder tout de suite un reportage. Il est signé Rebecca Martin. Un verre d'eau pour étancher sa soif.
l'un des rares moments de répit pour Lata Solanki. Cette vendeuse de vêtements doit travailler toute la journée sous une chaleur étouffante. C'est très fatigant de marcher en portant tout ça. Je ne peux pas arrêter de travailler et si quelqu'un m'appelle, je dois y aller rapidement. En 2023, Lata Solanki est tombée malade à cause de la chaleur et a dû arrêter de travailler pendant 3 semaines, avec pour conséquence de lourdes pertes financières. Depuis, elle a souscrit une assurance et perçoit des indemnités dès qu'il fait plus de 42,74 degrés pendant 2 jours d'affilée. L'assureur en défend la dimension sociale. Nous avons touché un peu plus de 50 000 personnes défavorisées grâce à cela, y compris les agriculteurs et les travailleurs migrants. Nous avons donc le sentiment qu'en proposant ce type de produit, nous aidons aussi des personnes issues de milieux défavorisés à améliorer et à élever leurs conditions de vie. Cette assurance connaît de plus en plus de succès dans le pays, régulièrement confronté à des températures extrêmes. En 2024, la chaleur a amputé l'économie indienne de près de 165 milliards d'euros de revenus. Autre conséquence, Noémie, moins grave peut-être, mais bien réelle, la prochaine Coupe du Monde de football pourrait aussi être affectée par ce changement climatique. Selon les scientifiques du World Weather Attribution, un quart des matchs pourraient se jouer sous des chaleurs extrêmes qui pourraient être dangereuses pour les joueurs et pour les supporters. Les chercheurs ont en fait analysé les 104 matchs prévus du 11 juillet au 19 juillet Oui, c'est ça, du 11 juin plutôt, je me disais. Du 11 juin au 19 bientôt. juillet, dans 16 stades aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Et ils ont utilisé un indice qu'on appelle WBGT. Ça veut dire en gros le thermomètre au globe mouillé. Cet indice, il prend en compte non seulement la température, mais aussi l'humidité, le soleil, la couverture nuageuse. Et il mesure la capacité du corps à se refroidir. En fait, même avec une température modérée, par exemple 28, elle peut devenir très pénible, très dangereuse si l'humidité est élevée. Et par exemple, on peut avoir un 28 en température et ressenti 38 par temps sec et 30 degrés par temps très humide. On va avoir les explications tout de suite de Joyce Kimutai. Ce que nous avons fait dans cette étude, c'est que nous avons comparé la probabilité et l'intensité de ces phénomènes aujourd'hui avec ceux observés lors de la dernière Coupe du Monde organisée aux États-Unis en 1994. Et nous constatons que dans la plupart des stades, le risque de dépasser les 26 degrés selon l'indice WBGT est assez élevé. Environ 5 matchs se dérouleront dans des conditions où cet indice dépassera les 28 degrés. Ce qui rend le jeu vraiment presque dangereux. Et cela pourrait justifier un report. Voilà, nouvelle preuve, Nabia. S'il en était encore besoin pour montrer que le changement climatique n'est plus un concept abstrait, mais qu'il impacte vraiment déjà nos vies. Réduire nos émissions de gaz à effet de serre, sortir des énergies fossiles, ce sont donc des actions indispensables pour limiter ce réchauffement. Il y a encore des raisons d'espérer, mais pour cela, il faudrait que les États agissent dès maintenant. Pour finir, je voulais redonner la parole à Jean-Pascal Van Ypersel, qui a été donc interrogé hier par Julien Fanchuli. On peut aller vers une énergie beaucoup plus propre, on peut aller vers des manières beaucoup plus efficaces d'utiliser cette énergie, vers des logements par exemple qui utilisent beaucoup moins d'énergie pour être chauffés ou être éventuellement refroidis lors des canicules. Donc les solutions existent. Les rapports du GIEC sont très épais, non seulement parce qu'ils parlent beaucoup des impacts possibles des changements climatiques ou des impacts déjà observés, mais aussi parce qu'il met en lumière les très nombreuses solutions dans tous les domaines qui existent. Et donc ce qui manque surtout jusqu'à présent, c'est la volonté politique de les mettre en œuvre. L'avenir des combustibles fossiles est de toute façon qu'ils vont disparaître puisqu'ils ont été créés il y a plusieurs dizaines de millions d'années à la surface de la Terre. Ils ne se renouvellent pas et donc de toute façon, nous devons passer à d'autres modes de consommation d'énergie, d'autres sources d'énergie. Et donc ceux qui le feront le premier seront gagnants demain. Voilà pour la conclusion. Somme toute, on sait ce qu'il faut faire.
Il faut désormais Exactement. le faire parce que c'est urgent. Merci beaucoup, Noémie. Merci également aux nombreux témoignages que vous avez pu collecter, diffuser dans votre chronique. On se quitte là-dessus, sur la chronique de Noémie Roche. Merci de votre attention.